Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le cours de la méningite infectieuse. On va commencer par un cas clinique et on va expliquer c'est quoi la méningite infectieuse tout au long de l'explication du cas clinique. Alors, il s'agit d'un patient de 23 ans qui se présente pour un syndrome méningé avec fièvre évoluant depuis 48 heures. À l'examen clinique, le patient il est conscient, une fièvre à 40 degrés, une raideur méningée sans signe de focalisation, otite purulente droite pour laquelle le patient a reçu de l'amoxicilline il y a une semaine mais sans amélioration. Quel est votre diagnostic? Quelle est la conduite à tenir? Comment interpréter le résultat de la PL? Et quelle est votre conduite thérapeutique? Alors, devant chaque cas clinique, il faut absolument faire attention aux mots-clés. Dans notre cas, les mots-clés sont syndrome méningé, fièvre évoluant depuis 48 heures, fébrile à 40 degrés, raideur méningée, pas de signe de focalisation, otite purulente et bien sûr les résultats de la PL. Alors, le patient, on a dit qu'il présente un syndrome méningé. Vous allez me dire, c'est quoi le syndrome méningé? Ce sont des céphalées violentes, diffuses en casque. C'est-à-dire qu'ils ne se limitent pas à une région précise, comme au cas de la migraine, mais ce sont des céphalées tout autour de la tête, qui sont très violentes. Une photophobie, le patient, il a une phobie de la lumière, il essaie de se couvrir les yeux ou de se retourner pour ne pas être en contact direct avec la lumière, et des vomissements fréquents. Alors, le patient, en plus du syndrome méningé, il a une fièvre qui évolue depuis 48 heures. Donc, on peut évoquer un syndrome infectieux. Attention, il faut faire attention parce que chaque fièvre ne veut pas dire un syndrome infectieux et chaque infection n'est pas nécessairement accompagnée de fièvre. On a certaines infections qui peuvent même être accompagnées d'une hypothermie. Mais dans notre cas-là, on va évoquer un syndrome infectieux parce qu'il a une fièvre qui évolue depuis 48 heures et il est fébrile à 40 degrés Celsius. Alors là, on peut dire qu'il s'agit d'une méningite infectieuse. Et devant toute méningite infectieuse, on a des signes qui sont très évocateurs. Par exemple, la raideur de la nuque, qui est un signe présent chez notre patient. Il y a d'autres signes, comme le signe de Kernig et le signe de Brudzinski, qu'on peut rechercher chez le patient pour s'assurer qu'on est bien évidemment qu'il s'agit bien évidemment d'une méningite infectieuse. On peut aussi rechercher des signes de gravité neurologique, un collapsus, coma, même coma, et un purpura extensif ou un purpura fulminans, qui est un signe de gravité de la méningite. Ce sont des taches rouges disséminées soit dans une région précise, soit dans plusieurs parties du corps et qui sont extensifs. Ça veut dire qu'il augmente de taille, soit qu'il augmente de nombre. Alors, c'est quoi le signe de Brudzinski? Le patient il est allongé, le médecin essaye de fléchir la nuque de manière à ce que le menton soit sur le sternum. Et en faisant ceci, le patient il va fléchir la hanche et les genoux. Pourquoi? C'est parce que le patient essaye de faire diminuer la peine qu'il ressent au niveau de la nuque. C'est pour ça qu'il fléchit la hanche et le genou. Le signe de Kernig, le patient il est allongé, on essaye de fléchir le genou à 90 degrés et de faire une extension de la jambe encore plus. Et à ce moment-là, le patient va commencer à ressentir une douleur lombaire. Donc devant tous ces signes, une raideur de la nuque, un signe de Brudzinski positif et un signe de Kernig positif, on peut poser le diagnostic de méningite infectieuse. Devant toute suspicion de méningite infectieuse, il faut faire une ponction lombaire. Donc, après avoir évoqué le diagnostic, c'est quoi la conduite à tenir? C'est la ponction lombaire. Une PL qui doit être réalisée dans l'heure qui suit l'admission du patient aux urgences et ne doit absolument pas être retardée. Il y a des fois chez des patients qu'on trouve des contre-indications dans la PL. La première et la plus importante contre-indication de la ponction lombaire, c'est l'hypertension intracrânienne. Si on suspecte une hypertension intracrânienne, il est absolument contre-indiqué de faire une ponction lombaire. Donc on fait un scanner, si on trouve un processus occupant cérébral comme un abcès
une tuberculome, une tumeur bénigne ou maligne, là on est dans un syndrome d'hypertension intracrânienne, donc il ne faut pas faire l'APL. Des troubles de l'hémostase, coagulopathie, plaquettes inférieures à 50 000 par millimètre cube, il est absolument contre-indiqué de faire l'APL. Bon, pas absolument contre-indiqué, mais il est contre-indiqué de faire l'APL parce qu'on risque une hémorragie. Si on a une infection à l'endroit de l'APL, c'est une contre-indication aussi de l'APL parce que si par exemple on a une eczéma au niveau de l'endroit de l'APL, on peut faire disséminer le germe au niveau du LCR, au niveau des méninges et par la suite au niveau de l'encéphale. Et on ne veut pas tomber dans cette situation. Alors, les signes d'engagement, ça va de soi. C'est un signe d'hypertension ça peut donner une hypertension intracrânienne, donc c'est une contre-indication de la ponction lombaire. Alors maintenant, après avoir évoqué le diagnostic et après avoir pensé à la ponction lombaire et après avoir fait la ponction lombaire, il faut commencer une antibiothérapie probabiliste en se basant sur les signes cliniques du patient. C'est-à-dire, j'essaye d'incriminer un certain germe qui peut être la cause de la méningite infectieuse du patient et je vais commencer l'antibiothérapie. Pourquoi? Parce que si je m'amuse à attendre les résultats de la PL, je vais perdre mon patient. La méningite infectieuse, c'est une infection très sévère, très mortelle. Donc si je retarde l'antibiothérapie, je vais accélérer la mort de mon patient, tout simplement. Donc, commencez une antibiothérapie dès lors que vous avez fait la ponction lombaire. Bien sûr, vous ne devez pas faire administrer l'antibiotique avant de la ponction lombaire parce que ça va fausser le diagnostic. L'APL sera réalisée dès que possible après levée de la contre-indication. Donc, une fois que j'ai éliminé la contre-indication de l'APL, je fais ma ponction lombaire tout de suite. Alors maintenant, après avoir reçu le résultat du profil du LCR, je vais essayer d'incriminer un certain germe. Normalement, le LCR il a un aspect clair. S'il est purulent, je vais suspecter soit Neisseria meningitis ou Streptococcus pneumoniae. Maintenant, s'il est clair, je vais incriminer Mycobacterium tuberculosis ou certains germes virales. Je dois vérifier la glycorachie, la protéinorachie et le type et le nombre de cellules prédominants dans mon LCR. Si par exemple on a un LCR à prédominance lymphocytaire, je vais suspecter une méningite à Mycobacterium tuberculosis. Si j'ai un LCR à prédominance PNN, je vais plutôt suspecter une méningite à pneumocoque ou à méningocoque. Dans l'autre cas, on a un LCR trouble, une albuminémie, une albuminorachie qui est élevée, une glycorachie qui est diminuée par rapport à la glycémie concomitante, une cytologie à 1000 éléments à prédominance polynucléaire neutrophile. Donc là, je suis devant deux diagnostics probables qui sont soit méningite à méningocoque ou soit méningite à pneumocoque. Parce que vous devez savoir que la méningite infectieuse, elle est causée soit par des germes bactériens, soit des germes viraux, soit des germes parasitaires ou mycosiques. On a éliminé les germes viraux et parasitologiques. On voit maintenant s'il s'agit d'une parasitaire ou mycologique. Donc, on voit s'il s'agit d'une méningite bactérienne ou virale. Puisqu'on a un LCR trouble, donc je vais éliminer une LCR virale. Je suis devant une LCR bactérienne. Les germes suspectés ou incriminés sont Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Listeria ou Mycobacterium tuberculosis. Puisque le LCR est trouble, donc je vais éliminer Mycobacterium tuberculosis. Puisque la clinique elle n'est pas très évocatrice de Listeria ou en faveur d'une infection digestive, donc je vais éliminer la Listeria. Je reste devant la méningite à pneumocoque ou la méningite à méningocoque. Puisque le patient il a une raideur méningée mais il n'a pas de signe de focalisation, on va dire qu'il s'agit plutôt d'une infection à méningocoque puisque les infections à pneumocoque, les signes de focalisation sont très fréquentes. Alors,
Maintenant, après avoir évoqué le diagnostic, après avoir euh, fait notre PL et administré notre antibiothérapie immédiate en se basant sur le germe qui peut être incriminé, on a reçu les résultats de la PL, on les a interprétés et c'était bien en faveur de notre hypothèse de début. Alors maintenant, c'est quoi la conduite thérapeutique que je dois suivre? Je dois administrer céfotaxime 2 mg par kg par jour en 6 injections et très important, c'est la ceftriaxone, une injection intraveineuse, 100 mg par kg par jour en 2 injections. Et il faut switcher. Et on peut, dans certains cas, switcher vers l'amoxicilline si les souches incriminées sont sensibles. Alors merci d'avoir regardé la vidéo et à plus tard.